Chers téléspectateurs, bonsoir. Génération Campus, l'émission consacrée à la formation, l'orientation dans le bassin Caraïbe. Pour ce numéro de Génération Campus, l'émission a l'honneur, enfin le plateau, on reçoit sur ce plateau, on a l'honneur d'accueillir en tout cas sur ce plateau Monsieur Gabriel Levif, directeur du pôle tourisme de l'AFPA. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Philippe Boniface, responsable pédagogique de l'AFPA. Bonsoir. Bonsoir. Max Burdi, directeur général adjoint de l'AGEFMA, c'est bien ça? Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Monsieur Philippe Saint-Cyr, avec qui on va débuter l'émission. Jingle Société. Monsieur Philippe Saint-Cyr, vous avez la parole. Merci. Quelques élucubrations à partir des douloureux événements qui se sont déroulés durant cette nouvelle année. C'est le juriste que je suis qui se pose des questions. C'est sur la liberté d'expression, l'humour et la laïcité. Une liberté n'est jamais absolue. Une liberté d'expression. Et comme toute liberté, la liberté d'expression connaît des limites. Alors il y en a plusieurs. Il y a d'abord la loi, n'est-ce pas ? Ne pas encourager bien sûr un certain nombre d'actes et de paroles. La loi, c'est une chose. Moi, le juriste que je suis, je méfie de la loi, parce que la loi est évolutive, hein, et selon le temps, mais c'est la loi qu'il faut respecter. Et puis, il y a une autre limite. Lorsqu'on s'exprime, il faut respecter l'autre. Il y a le respect de l'autre. Et il faut savoir apprécier, n'est-ce pas, en quoi consiste le respect d'autrui. Et c'est un élément important. Ce qui m'amène tout naturellement, immédiatement, à me poser la question de l'humour. L'humour, c'est la politesse du désespoir, c'est l'expression du dérisoire, mais peut-on rire de tout ? Alors la question est importante. L'humour, je crois qu'on peut rire de tout, mais il y a des limites qui doivent se situer à un certain niveau. Ça, c'est un bon sujet de philo, ça. Hein ? Mais c'est de la philosophie, hein, le droit est très proche de la philosophie. Hein. Et ce que je dirais pour aller très rapidement, on peut rire de n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Nuance. Et à partir de là, c'est le respect de l'autre, n'est-ce pas, qui apparaît comme étant un élément important dans l'organisation de la société. Puis je termine sur la laïcité. La laïcité, c'est quoi ? C'est le respect. C'est la neutralité, c'est le respect des religions. Donc on voit apparaître, c'est la neutralité, donc le respect des religions, tout en étant bien sûr séparés. La conclusion de tout cela, dans la mesure où on veut avoir une des voies de solution à destination de notre jeunesse, c'est effectivement de leur apprendre le respect de l'autre, le respect de l'autrui, et à partir notamment de l'autorité. Ce que je veux dire, c'est que cet apprentissage se fait, bien sûr, à l'école, au sein de la famille, tout au moins ce qu'il en reste à l'heure actuelle, mais on découvre là le fondement d'une idée qui se répand. Ça va jusqu'au rétablissement, n'est-ce pas, du service militaire. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais un service d'intérêt général regroupant les jeunes durant une période de 6 mois sous une autorité. Et je crois que là, ça mettrait nos jeunes en relation avec eux-mêmes, parce que la relation Internet, la relation des réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est la meilleure relation qu'ils peuvent avoir entre eux. Alors voilà les quelques élucubrations, n'est-ce pas, qui me sont venues à l'occasion de ces événements. Il y en a d'autres, mais enfin là, ça suffit pour cette soirée. Merci Philippe. Nous poursuivons avec l'AFPA, notamment avec Monsieur Levif et Monsieur Boniface. Monsieur Levif, qu'est-ce que l'AFPA ? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est l'AFPA ? Déjà, on va donner la définition du mot AFPA. Association pour la formation professionnelle des adultes. Je crois que le terme déjà explique bien ce que c'est.
c'est une organisation en forme d'association, loi 1901. Et l'objectif, c'est la formation professionnelle des adultes. Ça veut dire que nos publics sont d'abord des publics adultes. Alors par public d'adultes, on entend des personnes qui ont plus de 18 ans, puisque légalement, on est adulte à partir de 18 ans. Et il n'y a pas de limite après, au-delà de cet âge-là. C'est-à-dire que nous pouvons accueillir des personnes qui ont 50 ans, 55 ans en formation. Elles sont les bienvenues également. Alors l'objectif, l'objet de l'AFPA, effectivement, c'est de permettre à des personnes qui vont arriver avec, on va dire, un projet, de concrétiser ce projet pour devenir un professionnel dans le champ qu'elles ont choisi. Par exemple, quelqu'un qui voudrait faire, je prends l'exemple de la cuisine, et qui se dit, tiens, il a un rêve depuis longtemps, il peut venir à l'AFPA, et en une formation qui va durer de 6 à 8 mois, eh bien, il va sortir de là en maîtrisant les techniques de base et en étant capable de travailler dans le secteur de la restauration. Vous êtes directeur du pôle tourisme de l'AFPA. Depuis quand occupez-vous cette fonction à l'AFPA? Alors, mon parcours à l'AFPA a commencé il y a une quinzaine d'années. Et donc, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis responsable de ce secteur. Alors, quand on dit tourisme, c'est au sens large du terme, puisque ça inclut à la fois la partie tourisme réceptif, agence de voyage et autres, mais également toute la partie hôtellerie-restauration, puisque tout ça, ce sont des activités qui tournent autour du tourisme. Et quel parcours avez-vous fait pour devenir directeur du pôle tourisme? C'est une question qu'on pose à tous nos invités. Alors, j'ai fait ce qu'il faut faire pour trouver du travail. J'ai postulé. Voilà, je crois que c'est le passage obligé. Non, je le dis parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Sûr, et effectivement, au départ, il faut prendre le risque de se positionner dedans, je souhaite faire ça, et faire la démarche de faire un courrier. De se lancer. Il faut se lancer. Voilà. Alors après, mon parcours personnel, effectivement, est assez particulier, puisque à l'époque, j'étais sur la métropole, et je travaillais dans un secteur qui n'a rien à voir avec la formation professionnelle, puisque je travaillais dans le secteur de la chimie, et notamment la chimie des thermoplastiques, donc des plastiques, voilà. J'allais dans un centre de recherche et je travaillais dans une fonction qui était du développement, je dirais, technico-commercial, si on peut dire ça comme ça. Donc mon rôle était d'apporter un appui, un support technique à des clients qui utilisaient nos produits et qui parfois avaient des difficultés dans la transformation du produit. Donc on allait les voir et on travaillait avec eux, et notamment sur les aspects de qualité. Parce que souvent, quand on a des produits comme ça, le moindre petit défaut sur le granulé de départ fait que le produit fini n'est pas bon. Quand vous avez un produit qui doit être transparent, s'il y a des impuretés dedans, ça se voit tout de suite. Donc il fallait accompagner les clients pour les aider. Et donc c'est un peu mon rôle. Donc je me déplaçais sur l'Europe notamment, un peu aux États-Unis. Voilà. Et puis j'ai eu le désir de rentrer en Martinique. Parce que c'était pour moi, j'avais envie de mettre mon énergie au service de la Martinique, comme beaucoup, je pense, d'Antillais qui sont là-bas. À un moment donné, on se dit, bon, j'ai bien travaillé, mais j'aimerais que ce que je fais serve mon pays. Et donc, j'ai eu envie de rentrer. Et j'ai commencé à chercher des opportunités. Et effectivement, il y a eu cette offre, voilà, dans France Antilles, il y avait une offre d'emploi pour la recherche d'un directeur pour l'AFPA Martinique. Et j'ai postulé. Et parce que je considérais que mon parcours dans le développement me donnait des atouts, notamment en matière de pouvoir mettre en place des démarches de développement, pouvoir, comment dirais-je, innover, créer des choses nouvelles. Et j'ai postulé, et puis voilà, mais il se trouve que ma candidature a été acceptée, c'est comme ça que je suis rentré. Monsieur Boniface, quel type de formation retrouve-t-on en général? Vous êtes directeur, responsable pédagogique de l'AFPA, donc quel type de formation retrouve-t-on en général à l'AFPA? Alors le champ d'intervention de l'AFPA est assez large, donc on trouve à la fois, comme l'a dit mon collègue Gabriel, les métiers d'hôtellerie, mais aussi tout ce qui est du tertiaire, du bâtiment travaux publics, l'électronique, les métiers de bureau, les métiers aussi certains métiers, je dirais, d'assistance de vie aux personnes âgées, etc. Donc la palette est assez large. Maintenant, je pense que la précision qu'on peut apporter, c'est que nous intervenons sur 3 types de formations. Donc il y a effectivement des formations qui sont diplômantes et qualifiantes et qui débouchent sur un titre professionnel du ministère du Travail. Donc très souvent dans l'esprit on parle de diplôme AFPA. En réalité nous délivrons des titres professionnels d'un ministère du Travail. Donc ça c'est une certification qui est nationale et reconnue. Oui, c'est important de le dire. C'est très important. Donc premier type de formation, nous avons également des formations de perfectionnement, donc pour des professionnels qui ont été en activité et qui sont en remise à niveau, qui viennent pour
pour avoir une compétence supplémentaire. Et puis il y a les formations préparatoires aussi pour les personnes qui n'ont pas les prérequis et qui passent par un SAS de remise à niveau et de préparation au cursus qualifiant. Donc ça, je pense que ça c'est très important. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons des partenariats avec d'autres ministères et même avec d'autres universités, puisque nous délivrons des licences et également des diplômes qui relèvent des compétences du ministère de la Santé. D'accord. Et depuis quand êtes-vous responsable pédagogique Alors, à l'AFPA, j'y suis depuis une vingtaine d'années. Oui. Mais dans la formation depuis une trentaine d'années, donc globalement... Donc vous êtes incollable en formation. Je ne sais pas, je ne peux pas dire ça, quand même pas. Mais en fait, donc, disons que j'ai commencé dans un cursus, donc après un parcours licence sciences éco, puis un master en ingénierie de formation aux arts et métiers. Et donc j'ai fait un parcours dans des organismes de formation, un petit passage par le secteur financier, puisque j'ai été directeur des ressources humaines du Crédit Mutuel pendant quelques années, avant d'arriver à l'AFPA, à la direction technico-pédagogique. Voilà, j'y suis depuis une vingtaine d'années. Alors j'allais vous poser la question à tous les deux. Elle me paraît évidente. Quel rôle joue l'AFPA en termes de formation et d'orientation en Martinique? Je pense que c'est évident puisqu'on a affaire à une structure qui a 50 ans, je crois. 50 ans, voilà. Alors 50 ans d'expérience et d'expertise. Donc ce qui est intéressant, voilà, c'est que nous avons aussi cette capacité, le recul qui permet d'innover et de créer. Et par conséquent, c'est vrai que nous délivrons des titres professionnels du ministère du Travail avec des référentiels qui sont relativement calibrés, mais l'expérience des publics, la connaissance des publics nous permet d'ajuster les contenus et de prévoir des contenus complémentaires de manière à ce que les formations s'adaptent au mieux aux caractéristiques des publics. Je pense que ça, c'est une donnée qui est fondamentale. Vous voyez, lorsqu'on met en place une formation, il faut l'expérimenter, il faut l'évaluer et l'adapter. Donc nous avons cette capacité d'adaptation qui est due à notre expérience. Maintenant, 50 ans, c'est presque 70 000 personnes. Donc, oui, j'allais vous poser la question par an, ça à peu près combien de personnes? Donc on a fait le calcul, en 50 ans, c'est 1000, un peu plus de 1000 personnes maintenant, 1000, 1200, 1500. Voilà. Avec aussi des publics, ça Gabriel l'a dit aussi, je pense, des demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés qui viennent chez nous, des particuliers, de plus en plus, et des publics dits en difficulté d'insertion ou des publics particuliers comme ceux qui viennent du centre pénitentiaire et qui sont en réinsertion. D'accord. Et également le public des travailleurs handicapés. Voilà. Travailleurs handicapés également. Quel type de difficultés peut-on rencontrer dans ce genre de structure, des difficultés? Parce que est-ce que la structure est éclatée sur le territoire ou est-ce qu'elle est polarisée à un endroit précis? Alors c'est un avantage d'ailleurs de la structure AFPA, c'est qu'on est répartis sur le territoire. Donc c'est un avantage. Ah oui, c'est un avantage, clairement. Et d'ailleurs, la tendance, quand même, c'est d'aller vers ce qu'on appelle la territorialisation, c'est-à-dire d'aller vers le public plutôt que de le faire venir. Et le fait d'avoir des centres qui soient plus dispersés permet justement d'accueillir des publics, non pas seulement sur la zone centre, mais par exemple, nous avons un centre à Trinité, donc ça permet d'apporter une réponse sur le nord Atlantique, par exemple. Donc c'est important. Et donc c'est à la fois une force, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on a une distribution sur le territoire qui est intéressante. En même temps, c'est vrai qu'à gérer, c'est plus compliqué. Parce que ça veut dire qu'on a des entités qui fonctionnent, qui sont un petit peu indépendantes, parce que les métiers proposés ne sont pas les mêmes. Et donc, peut-être qu'en termes de gestion de la structure, c'est plus compliqué. Mais il faut savoir quel est l'objectif. Si l'objectif, c'est de répondre aux attentes des utilisateurs, eh bien, il faut accepter les difficultés qui en découlent et puis trouver des réponses pour que ça fonctionne bien comme ça. Le mercredi 21 janvier dernier, il y a eu une longue cérémonie, les trophées de la formation. De quoi s'agissait-il exactement? Reportage. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? D'abord rendre hommage et témoigner à ceux qui ont rendu beaucoup de services au monde de la formation professionnelle, d'être honorés, d'être reconnus à travers ces trophées, parce qu'on se rend compte qu'il s'agit d'une action extrêmement importante, extrêmement forte, dans laquelle il s'agit, au-delà de la technicité et de l'expertise portée par quelqu'un, de s'engager réellement, parce qu'il s'agit souvent de militantisme. Et donc à cet égard, il mérite d'être mis sous la lumière avec un vrai coup de projecteur. Il s'agit aussi
de nous projeter donc dans l'année 2015 avec la possibilité d'identifier tout ce qui scandera et permettra de rythmer notre année avec des rendez-vous extrêmement forts sur le déploiement de l'habilitation notamment et la création de ce fameux établissement public. Les résolutions ont été prises en 2014 et elles seront mises en œuvre en 2015 parce que ce que nous savons aujourd'hui, c'est que compte tenu de la masse de Martiniquais qui souhaitent légitimement accéder à l'emploi, on ne peut pas considérer la formation comme on la considérait encore il y a quelques années. Il faut inventer, il faut innover, il faut changer de braquet parce qu'il y a trop de Martiniquais qui restent encore sur le bord de la route. Donc si je veux être au rendez-vous des ambitions que m'a fixé le président Letchimy, il faut impérativement que nous convertissions l'effort financier qui est fait en réussite en termes d'insertion professionnelle. Merci à l'équipe de Zouk TV pour ce reportage. Un big up pour Jeannot pour les images qui, je sais, a bossé très dur pour les avoir. Il y avait du monde à l'IMS. Oui, effectivement, puisque nous attendons un public de près de 200 personnes. On avait 150 personnes à peu près qui ont répondu à l'invitation. Je crois que c'est une manifestation réussie, car l'objectif recherché a été atteint, puisque pratiquement l'ensemble des nominés se sont présentés. Et nous avons vraiment travaillé avec ce genre de personnes en termes de complicité pour les faire venir, parce que ce n'est pas toujours évident de faire revenir quelqu'un qui a déjà laissé le milieu. Mais je crois que ces personnes nous ont fait part après de félicitations et de remerciements, parce que certaines ne s'attendaient pas déjà à être mises à l'honneur. Et aussi, à travers ces distinctions, nous avons trouvé l'occasion de reconnaître le travail qu'ils ont fait. Parce que les personnes qui ont été choisies, c'est avant tout, c'était aussi au niveau de leur implication. Mais comme je disais l'autre jour, aussi par rapport à leur militantisme. C'est-à-dire que certains faisaient au-delà de leur activité professionnelle pour ne serait-ce permettre à des jeunes de s'insérer, permettre à des jeunes de trouver une formation, permettre à des jeunes de pouvoir apprendre à lire et à écrire. Je prends par exemple l'exemple de Madame Taïlamé qui a été qui a été la première chargée de mission de lutte contre l'illettrisme auprès du préfet. D'accord. Philippe, rien à dire sur ces trophées de la formation? Non, mais je ne peux que me féliciter de pareilles initiatives. C'est extrêmement important et fondamental. Et Madame Taïlamé, elle était là à quelle époque? C'était... Alors, je crois que ça. Alors, j'ai pas les dates, mais tout ce que je sais, c'est que très ancien. Très ancien. La Madame Bou, qui était avant Madame Taïlamé, était aux années 2005, dans les années où on avait fait l'étude sur l'illettrisme en Martinique. Ah, d'accord. Voilà, et elle était là longtemps avant. Voilà. Nous retournons à l'AFPA, qui a récemment fêté ses 50 ans. Et on va en parler tout de suite après ce teaser. Gabriel Levif, je suis le directeur du pôle tourisme, commerce, hôtellerie, restauration de l'AFPA Martinique. Alors ce soir nous avons une soirée très particulière puisque nous allons accueillir les partenaires de l'AFPA. Vous savez sans doute que l'AFPA fête cette année ses 50 ans d'existence et nous avons voulu à cette occasion manifester notre reconnaissance à tous ceux qui depuis 50 ans nous ont accompagnés dans la réalisation de notre mission. Notre mission, c'est la formation professionnelle. Donc nous accueillons des jeunes ou des moins jeunes que nous formons pour en faire de vrais professionnels. Alors nous allons accueillir donc des représentants des différentes institutions locales ce soir, et également les anciens présidents de l'AFPA, et puis également du personnel de l'AFPA qui est parti à la retraite depuis quelques années, mais que nous aurons plaisir à retrouver justement dans cette soirée. Bonjour, Raphaël Dubois, je suis formateur à l'hôtel-école depuis une vingtaine d'années. Donc je forme des adultes à partir de 21 ans en cuisine, cuisine créole, cuisine gastronomique et toutes les formations de base de la cuisine. Donc nous à l'AFPA on délivre des titres professionnels du ministère du Travail. Donc ce soir nous ouvrons une semaine gastronomique
organisé pour les 50 ans de l'AFPA. Donc nous avons réalisé un cocktail d'accueil avec les stagiaires et la participation de certains chefs qui sont des anciens élèves de l'école hôtelière et aussi des anciens de l'AFPA. Bonjour, je me présente, je suis Wadenberg Laurent, chef de cuisine actuellement. Donc je suis sorti de l'AFPA où j'ai fait 2 formations avec M. Dubois. Donc j'étais mécanicien automobile auparavant et j'ai changé de branche directement pour venir dans la cuisine. Par le biais de l'AFPA, j'ai pu réaliser 2 formations pour m'apporter les bases de la cuisine. Donc à l'issue de ces 2 formations, je suis parti en métropole pour me perfectionner essentiellement dans les restaurants gastronomiques. Toutes les réalisations qui seront partagées ce soir seront réalisées par les stagiaires actuels, ceux qui sont en formation. Et notamment, nous aurons toute la partie cuisine qui a été réalisée par 2 groupes stagiaires en formation de cuisiniers et de perfectionnement cuisine. Et puis, toute la partie du bar qui sera servie par les stagiaires qui sont actuellement en formation de serveurs restauration. Et c'est ainsi que l'AFPA va, au cours de cette soirée, manifester tout le parcours qu'elle propose, c'est-à-dire que les anciens seront présents et accompagnent les nouveaux qui sont là, qui prennent le relais et qui seront probablement les référents de demain en matière de cuisine et de gastronomie. Joseph Courtinard, formateur à l'AFPA depuis de nombreuses années, donc en charge de la formation serveur en restauration et encore perfectionnement salle bar. Donc ce sont des formations qui durent facilement 7 mois. Donc par exemple, je dis en serveur en restauration, ce jeune qui n'a pas de connaissances au niveau du service, donc on lui amène à pouvoir servir, à dresser une table et à pouvoir commercialiser un menu. Alors le slogan qui résume le mieux toute cette vie de l'AFPA et ses 50 années d'existence, c'est « Élève d'hier, étoile d'aujourd'hui, stagiaire d'aujourd'hui, star de demain », qui montre bien qu'effectivement ceux qui ont été formés hier sont ceux qui sont aujourd'hui les formateurs et les référents, et ceux qui sont formés aujourd'hui seront les référents de demain et les stars de demain. Merci à Jacques Mauger pour ce teaser. Il y avait du monde, ça a eu du succès les 50 ans. En tout cas, cette manifestation, oui, il y a eu pas mal de succès. En tout cas, il y avait des bonnes choses à manger. Hein. Et en fait, elle représente vraiment le travail de l'AFPA, parce que bon, là, c'est dans le domaine de la cuisine, mais je crois que dans tous les secteurs, c'est la démarche qui est importante. Les stagiaires qui viennent chez nous sont mis en situation réelle, et c'est en situation réelle qu'ils apprennent leur métier. Et c'est vrai que ça nous permet, en 6 mois, il y a des personnes qui viennent, et en 6 mois, elles vont sortir de là avec la capacité d'aller en cuisine, et puis de faire une production, de faire un menu, de servir un repas. Pareil pour ceux qui sont en salle. Et pareil pour d'autres métiers comme le bâtiment et autres. En 6 à 8 mois, on arrive à faire de quelqu'un un professionnel du métier qui va lui ouvrir les portes de l'entreprise. Justement, vous parlez de stagiaires d'hier, élèves d'hier. Est-ce que certains reviennent à l'AFPA pour dire ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous avez des retours? Alors, bien sûr, oui, vas-y. Alors, dans le cadre de cette manifestation, justement, on avait l'objectif aussi, c'était de réunir les anciens et les nouveaux. Et donc la soirée que vous avez vue là, effectivement, avait été préparée par des stagiaires actuels, mais sous l'égide d'anciens élèves de l'école hôtelière qui étaient là et qui les accompagnaient. Et il y avait donc comme une transmission de savoir-faire qui était extraordinaire. Vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, et puis ils reviennent dans les jurys d'examen. Aussi, les sièges au jury d'examen, oui, d'anciens stagiaires, et quelquefois même, après un certain temps, ils peuvent intervenir ponctuellement dans les formations. Donc, voilà. Alors, Philippe. Oui, deux petites questions tout à fait naïves.
La première question, il n'y a jamais eu de structure interrégionale, interdépartementale de votre organisme de formation professionnelle entre Guadeloupe et Martinique. Est-ce que ça existait à la Guyane? Il y a eu les assises interdômes, ce qu'on appelait les assises interdômes, mais qui étaient orchestrées par l'AFPA nationale à l'époque. Donc même en ce moment même, à Paris, les dirigeants des différents AFPA, anciennes AFPA, se retrouvent ponctuellement pour échanger sur leurs difficultés techniques. Donc il y avait ces moments tous les 2 ans et de manière tournante un peu dans chaque département. Voilà. Et une deuxième petite question. Et quelles sont vos relations avec la Chambre des métiers? La Chambre des métiers aussi a fait de la formation. Je pose. Voilà, oui. Alors, vous avez des relations oui, alors collaboration. Pas vraiment de collaboration pour l'instant. On va dire que c'est quand même l'apprentissage, c'est quand même un autre système. C'est ça, c'est voilà, exact. donc c'est un autre système. Puisque les apprentis, voilà, c'est la formation initiale. C'est la formation initiale, carrément. Tout à fait. Alors, je veux quand même préciser un point de vue, c'est que nous avons déjà eu l'occasion d'avoir des collaborations avec eux. Notamment, il y a quelques années, nous avions participé à la Fort de Paris. Et nous avions fait un groupe commun, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de nos stagiaires, une partie de leurs élèves, et on était tous sur les stands à travailler ensemble, parce qu'effectivement, sur le fond, le métier dans lequel on va sont les mêmes. Donc c'était intéressant d'avoir cette collaboration. Je vais poser 2 petites questions encore. L'école hôtelière, où se situe-t-elle? Parce qu'avant, il y en avait, vous aviez un centre à l'AFPA, et puis il y avait le centre de l'ancien hôtel. L'ancien hôtel, voilà. Oui. Donc actuellement, l'hôtel, enfin, ce qu'on appelle l'hôtel-école, c'est à Lens-Bourreau. C'est uniquement ça. Voilà, c'est uniquement là que vous faites toutes les formations. Toute la partie, dans toutes les formations dans la restauration et l'hôtellerie sont faites dans cet établissement. Nous avons le 2e centre, qui est le centre de la Pointe de Jaham, qui se situe donc du côté de l'ancienne DDE, la DA actuellement. Oui. Et là, nous avons actuellement, bon, c'est en travaux, mais en principe, c'est là que nous avons des formations qui sont dans le champ du commerce. Tout ce qui est commerce, vente, se faisait dans cette zone. D'accord. Et je suppose, dernière petite question. Votre structure est amenée à évoluer d'après les informations que j'ai pu recueillir. Et c'est des structures qui évoluent, qui sont susceptibles d'évoluer tant en Guyane qu'ici qu'en Guadeloupe. Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Il m'a devancé. Hein? J'allais poser la même question. Ah ouais, vas-y, prends-la. Non, mais vas-y. Alors, ce qu'on peut en dire aujourd'hui... C'est le malheureux juriste, là. Alors, ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est que, je vais le présenter comme ça, 50 ans, c'est un bel âge, mais il faut se remettre en question pour aborder la suite de sa vie. C'est un petit peu ça. Et l'AFPA avait besoin de faire cette remise en question parce que ce qui a marché jusqu'à présent et qui a fait la force de l'AFPA, si on veut que ça continue, il faut s'adapter parce que le monde a changé, les jeunes ne sont plus les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, le tissu professionnel a évolué et il faut qu'on soit capable de s'adapter. Et ça nécessite de revoir un certain nombre de choses. Et l'une des choses qui va être vue notamment, c'est le statut de l'AFPA. Pour des raisons que je ne vais pas développer, puisque mais il y avait une nécessité à revoir le statut de l'AFPA, Martinique, et comme vous l'avez dit, ce n'est pas le seul endroit où il faut le revoir, puisque dans les autres îles également, ils ont fait le travail. L'idée, c'est d'arriver à doter cet outil d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle façon de fonctionner, pour mieux l'adapter à l'avenir. Et donc c'est ce qui est en cours, mais ça va se traduire également par, je crois, une plus grande proximité, c'est-à-dire on va mettre en place des modalités de fonctionnement qui vont nous rapprocher des publics pour mieux les suivre. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la territorialisation, donc aller plus vers les trucs. Et puis également, au niveau des financements, ça va nous assurer une certaine sécurité, plus grande sécurité financière, pour permettre la pérennité de l'outil. Et je crois que c'est ça qui est important. Alors les modalités ne sont pas complètement finalisées, donc on ne va pas non plus trop épiloguer. C'est un travail qui est en cours, mais c'est vrai que je pense que dans la couronne de l'année 2015, on devrait avoir des changements. Donc c'est l'un des prochains défis, on va dire. On peut dire que c'est les prochains défis de l'AFPA. Sur la mutation. D'accord. Je ne pose plus de questions. Hein. Non, pas de problème. Non, tes questions sont les bienvenues, Philippe, au contraire. Des questions Quels sont les prochains rendez-vous? Est-ce qu'il y a un rendez-vous, un prochain rendez-vous de l'AFPA cette année? Alors, il y aura bien sûr le salon de la formation qui a lieu comme chaque année aux alentours du mois de juin. Oui. Première semaine de juin. Voilà. Donc l'AFPA sera présente, je dirais, comme chaque année. C'est un rendez-vous auquel on est fidèle. Et puis il y aura bien sûr d'autres temps forts, notamment, bon, je cite la filière que je connais le mieux, mais dans l'hôtellerie-restauration, nous avons l'intention de reconduire le type de manifestation dont on a vu quelques images, parce qu'on se rend compte que ce sont des temps forts qui sont importants à la fois
pour faire connaître notre outil et en même temps mettre nos stagiaires dans des situations réelles où on se rend compte qu'ils concrétisent vraiment tout ce qu'ils ont appris donc en centre. Et donc on va renouveler ce type d'opération. Il y a aussi un projet de journée porte ouverte. Oui. Voilà. Pour que le public, donc la date n'est pas encore définie. Enfin, il y a ça comme projet sur l'année 2015, de manière à ce que le public puisse accéder aux établissements et voir comment nous travaillons. Vous me tiendrez au courant. Et puis il y a aussi le toilettage de notre site internet qui est en cours et qui permettra justement une plus grande facilité d'accès aux informations, puisque les jeunes aujourd'hui, maintenant c'est par internet qu'ils récupèrent le maximum d'informations, et donc nous essayons d'avoir de leur donner le maximum d'éléments via internet. Nous poursuivons cette émission avec M. Burdi de la GEFMA qui nous parlera du salon du lycéen, c'est bien ça? Oui, alors cette année, donc, le salon va donc changer de dénomination, puisque ce sera donc le salon du lycéen et de la jeunesse. Très bien. Car la volonté de la collectivité régionale est de permettre qu'il y ait, en dehors des lycéens, d'autres jeunes qui puissent venir à ce salon, donc les collégiens, les étudiants, mais aussi tout jeunes, on va dire, de 12 ans jusqu'à 30 ans. Avec un objectif de leur permettre, au-delà d'avoir tout le panel qu'on connaissait en termes de, je dirais, par rapport au salon du lycéen, les offres de formation, mais ouvrir aussi à un travail au niveau de prendre le jeune dans sa globalité, sur les questions, je dirais, de logement, les questions de sport, les questions des études, voilà, et aussi leur permettre aussi d'avoir des ateliers où on travaillera un petit peu sur, je dirais, l'individu. Le looking, comment se vendre, le coaching. Voilà. L'idée, c'est vraiment, à travers ce salon, d'ouvrir, ne pas rester uniquement sur la partie offre de formation initiale, etc. Ça veut dire que le salon va prendre de l'ampleur, en fait. Effectivement. Puisque le salon va donc se dérouler du jeudi 26 février jusqu'au samedi 28 au stade de Dillon. Vraisemblablement, vu le nombre d'exposants attendus, à peu près de 200 exposants, nous serons peut-être sur le parking. Ah oui. Le salon est organisé donc par la région, bien entendu, en partenariat avec l'Éducation nationale sur les services que vous connaissez, le SAIO, le CIO et l'ONICEP. Et seront aussi en activité dans le cadre de la préparation de ce salon les satellites de la région, la GEFMA, la Maison de l'entreprise, le Campus Caribéen des Arts et tous les autres partenaires qui gravitent autour des activités. Ce qui va être très intéressant cette année, c'est que au-delà de la partie ce qui se faisait habituellement, on va ouvrir donc des espaces pour permettre 12 espaces qui parlent depuis les formations présentées, les études, la formation, les concours, tout ce qui se fait en termes d'insertion, vraiment le logement, et ce sera aussi l'occasion de présenter le service étudiant. Qui, je rappelle, est déjà la première expérimentation de travail fait entre le Conseil général et le Conseil régional, qui se trouve juste derrière vos bâtiments, de manière à montrer comment on peut prendre le jeune dans sa globalité pour le prendre en charge en termes de passe, pour pouvoir fonctionner, pour faire l'acquisition de matériel, pour les accompagner dans la mobilité. Je crois que je regarde mon collègue Philippe, qui sait de quoi je parle. Donc voilà, cette fois, quelque chose un petit peu plus élaboré et pour permettre vraiment de prendre une dimension de la dimension des jeunes. Dis donc, ils ont de la chance, les jeunes, aujourd'hui. Oui, absolument, il y a beaucoup de choses. Une petite question, mais totalement naïve et vraiment toute petite. Quelle relation y a-t-il entre ce salon et la joie ? La journée d'orientation et d'information des étudiants organisée sur le campus, par l'université. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que l'université participe à ce salon? Tout à fait. Alors, quelle est la relation? Tu peux nous expliquer ça? Je crois qu'il faut avoir une distinction. C'est que le salon de la formation professionnelle, à la date qu'il se passe, qui avant le salon du lycéen concernait les élèves de première et de terminale. Tout à fait. Ouais. D'accord? Oui. Alors que la journée dont tu parles, la joie concerne déjà les élèves de terminale, on va dire, qui, pour leur permettre déjà de se familiariser avec le monde, donc ils vont sur le terrain. Alors que là, nous, on est dans quelque chose au niveau du salon
du lycéen et de la jeunesse, je l'ai dit, il y aura aussi les collégiens. Donc il y aura un espace découverte métier. Ça veut dire que les collégiens viendront avec le CPE et aussi le conseiller du CIO qui les accompagne régulièrement pour commencer à découvrir les métiers. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y aura 8 métiers, 10 métiers phares aujourd'hui sur lesquels on va insister. Par exemple, les métiers soins et services à la personne. Quand on sait que dans peu de temps, le département sera l'un des plus vieux départements, il faut à ce moment-là avoir les métiers qui serviront, qui devront pour encadrer cette population que nous allons bientôt nous émargeons presque, on va dire. Voilà. Voilà. Enfin, je dis nous. Moi, je ne sais pas parler. Voilà. Le fait d'ouvrir aux collégiens, ça veut dire qu'on invite les collégiens les plus jeunes à réfléchir sur leur voie professionnelle, j'allais dire plus tôt. Oui, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui au niveau du collège, vous avez le fait que les collégiens très tôt, on leur permet d'aller découvrir le monde de l'entreprise. Donc on leur demande, ils ont un stage à faire, donc ils doivent ne serait-ce pas. L'idée, c'est leur permettre de voir par rapport à la Martinique un certain nombre de métiers qui sont des métiers phares et des métiers de demain. Je prends par exemple, nous avons actuellement un TCSP. Ce TCSP nourrit déjà un certain nombre de métiers. Je pense que vous prenez conscience du travail pharaonique qui est en train d'être fait sur le premier pont de l'autoroute. Derrière le TCSP, donc, il y aura donc des métiers dans ce qu'on appelle transport et logistique. Donc c'est tout ceci. On travaille aussi sur le numérique, la biodiversité, avec l'agriculture, à travers le projet Valcaco, puisque vous savez qu'actuellement il y a un travail qui est en train d'être fait pour remettre la culture du cacao dans le département. C'est tous ces éléments-là de manière à ce que les jeunes trouvent cet nombre de débouchés. Retour à l'AFPA. Monsieur Boniface, si je veux suivre une formation à l'AFPA, comment dois-je m'y prendre ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans notre organisation, nous avons une structure qui est chargée de l'accueil des demandeurs de formation. Et donc cette structure est chargée d'aider à construire un projet professionnel, parce que l'idée, si vous voulez, c'est que la motivation participe de la réussite des apprenants, et il importe pour nous de nous assurer que les personnes qui sont intéressées soient bien, je dirais, en phase avec les exigences de la formation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un centre régional de psychologie du travail qui est chargé d'accueillir le public et de l'informer sur les prérequis et vérifier que tous les éléments de réussite sont bien présents. Parce que comme l'a dit mon collègue Levif tout à l'heure, c'est une formation qui est courte et qui est quand même à pas soutenue. Et donc, il y a des exigences en termes de capacité d'apprentissage. Donc, j'en profite pour dire que très souvent, on nous a un peu stigmatisé comme étant un organisme un peu sélectif, voilà, qui rejette beaucoup de monde, et les tests, etc. La réalité, c'est que c'est le pari. Je veux dire, nous avons un taux de réussite aux examens qui est de 80%, et un taux d'abandon qui est inférieur à 6%. Donc derrière, si vous voulez, il y a quand même des indicateurs de performance, et nous voulons nous assurer que toutes les personnes qui viennent remplissent bien les conditions, pourront suivre le rythme qui leur sera imposé, parce que quand une personne quitte la formation, c'est quand même une problématique à la fois pédagogique, mais aussi économique. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, c'était juste par rapport à ce que disait Philippe Boniface. C'est vrai que c'est une structure que je connais. Le fait que les formations sont avant tout des formations du type du ministère du Travail. Donc il y a un gros investissement en termes de mise en situation. Parce qu'on n'est pas sur des formations où, bon, même si aujourd'hui sur les formations d'éducation nationale il y a la partie entreprise, mais là c'est vraiment de l'activité. Donc et ça se voit. Bon, on travaille avec l'AFPA notamment sur les questions de validation des acquis. Là aussi la VAE des titres n'est pas la VAE des diplômes d'éducation nationale qui reste sur ce qu'on appelle le déclaratif. Alors que là il y a une mise en situation. C'est-à-dire que l'AFPA, ce sont des plateaux techniques. Voilà, exactement. Parce que dans l'initiation, le plateau technique, qui dit plateau technique, dit matériel, dit investissement, dit
Oui, le point de départ est important, sans vouloir vous couper. On parlait tout à l'heure de responsabilisation des jeunes, etc. Je crois que c'est très important qu'il y ait une réflexion sur le projet professionnel, sur le projet de vie, et que le jeune qui est intéressé par une formation prenne en compte toutes les dimensions de sa démarche. Et nos spécialistes, nos psychologues du travail sont là pour l'aider à faire ce travail. Très bien. Alors, avant de nous laisser, je propose qu'on fasse un petit tour de table. Et on va commencer par vous, Philippe. Tour de table, n'importe quoi. Oui, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Pas d'élément d'actualité, là, elle me prend. Comme tu veux, Philippe, comme tu veux. Je reste C'est le petit mot de la fin, je donne la parole à chacun. Il y a un événement qui m'interpelle, là, c'est les élections qui se sont déroulées en Grèce, avec une alliance entre un parti d'extrême gauche, n'est-ce pas, et avec un parti d'extrême droite souverainiste. Et je pense que ces élections marquent l'expression de la souffrance d'un peuple, un peuple en tant que tel, ok ? Alors, je ne sais pas si c'est la vérité économique, mais je crois que c'est un élément important qui va permettre, n'est-ce pas, d'entamer des discussions au sein de l'Europe. Et je crois qu'il va y avoir de nouvelles donnes, de nouvelles dynamiques. Et d'ailleurs, je crois que le président Hollande reçoit bientôt le Premier ministre grec. Et je trouve ça, en quelque part, assez réconfortant qu'il puisse y avoir ce dialogue, étant entendu qu'il a bien précisé qu'il reste dans l'Europe, le Premier ministre grec. Monsieur Birdi. Le mot de la fin, un petit mot de la fin, bon, mais content d'être sur ce plateau et d'avoir retrouvé des partenaires, puisque l'AFPA reste et est un partenaire incontournable dans le champ de l'orientation et le champ de la formation. Parce que comme l'a dit Philippe Boniface, il y a un gros travail à faire sur la partie orientation et l'AFPA aura toute l'opportunité de montrer son savoir-faire, notamment par rapport au travail que font les collègues du Centre psychotechnique du travail. Monsieur Boniface. Voilà, moi je visualise cet organisme-là comme étant le sas par lequel les générations vont passer. Et nous sommes quelque part les ambassadeurs du monde du travail de demain. Et donc je crois que c'est quand même fondamental qu'on ait une vision qui soit partagée du travail de demain. Et moi je pense que là-dessus, il y a une réflexion à avoir sur l'évolution du rapport au travail des Martiniquais, quelle place ils accordent au travail dans leur bien-être, dans leur vie, et puis comment nous, on doit construire notre modèle pédagogique par rapport à ça, et c'est un formidable chantier. Donc en plus, 2015, c'est une année de mutation, donc voilà, tout feu, tout flamme, on y va. À l'unanimité. Bon, alors monsieur Lévy. Moi, j'ai fait une petite ouverture par rapport à une démarche qu'on a mis en place depuis quelques années. C'est de pouvoir proposer des petits modules de formation d'une 20aine d'heures à des particuliers notamment qui veulent s'initier à la cuisine. Et ça peut être aussi une bonne façon pour des personnes qui ne savent pas très bien où aller, de faire des petits modules comme ça pour se rendre compte de ce que c'est. Et donc c'est des formations qu'on fait à l'hôtel-école. En général, on fait ça le samedi matin. Donc ça permet d'accueillir des salariés, des personnes en activité. Et donc c'est très facile pour avoir un petit peu le détail de ce qu'on propose. Il suffit d'aller sur le site internet ou de contacter l'AFPA. Et on a ces informations-là. Et c'est une façon pour nous aussi de toucher plus de public que nous le faisons jusqu'à présent, en touchant des retraités, par exemple. Ah, je sens que Philippe va les futurs retraités peuvent faire ça dans leur les cours de cuisine, je suis sûre. Je serais bien obligé, vu ce qui se passe au niveau de l'évolution des familles. Ah, ça y est, je savais qu'il allait me le dire. C'est pas du sexe féminin. Mais je voulais juste ajouter, pour reprendre ce que tu avais dit tout à l'heure, et en participant à tes émissions, je m'aperçois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites au profit en faveur des jeunes, ok ? Et je dis, et j'insiste sur ce point-là, il est fondamental qu'on le fasse savoir et qu'on communique de plus en plus, parce que quand j'entends des jeunes dire « on ne fait rien pour nous, nous sommes oui », ce n'est pas vrai. À partir des différentes émissions que tu as initiées, on s'aperçoit, n'est-ce pas, qu'il y a une foule d'activités et d'actions qui sont proposées aux jeunes. Je voulais dire cela. Si je peux ajouter, effectivement, je crois que c'est l'objectif recherché par le Conseil régional à travers ce salon du lycéen et de la jeunesse. Voilà. Parce que là, je pense qu'on devrait faire la démonstration du panorama de tout ce qui peut exister comme aide, comme moyen pour permettre à des jeunes d'accéder à des études. Salon qui aura lieu du 26 au 28 février, je le rappelle. C'est sur ces mots que nous achèverons cette émission. Je profite de vous faire un petit coucou à tout le personnel de l'AFPA.
Et merci à nos invités de l'AFPA, de la GEFMA d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Philippe également. Merci à l'équipe de Zouk et l'association Sirotage qui bosse dur chaque mois pour réaliser cette émission. Un plus force à tous les lycéens et jeunes de Martinique, Guadeloupe et Guyane qui se démènent chaque jour pour réussir dans la vie tout simplement. Chers téléspectateurs, je vous donne quant à moi rendez-vous au prochain numéro de Génération Campus à un lot de soleil.